BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Nos invités pour cette nouvelle demi-heure d'Intégral Bourse, en duplex avec nous depuis New York, comme chaque jour, Grégory Volokin qui contribue à Intégral Bourse, le président de Mescart Financial Services, et puis en plateau à mes côtés, Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Grégory, je commence avec vous. La chronique quotidienne de la politique américaine. Bon, Donald Trump quand même a l'air très remonté et plus vindicatif que jamais. Enfin, coup sur coup, hier, il a passé une heure et demie à descendre les journalistes les uns après les autres en conférence de presse, avec un accrochage quand même assez intense avec le journaliste de CNN détaché pour la Maison Blanche, qui est une figure du journalisme de la presse présidentielle américaine, Jim Acosta. J'avoue que j'ai suivi la séance en live, j'ai suivi quelques conférences de Donald Trump, sans doute moins que vous, Grégory. On sait le niveau de tension qu'il y a entre la presse présidentielle et Donald Trump, mais là je dois dire quand même que l'échange et sans même juger de la question et de la manière dont CNN évidemment se met aussi en scène à travers ces grands rendez-vous et ces grandes conférences de presse présidentielles, mais sans même juger cela, le niveau de tension quand même est devenu incroyable, Grégory. Oui, alors, et on peut dire pratiquement que là, ils en sont venus aux mains, puisque le journaliste Jim Acosta, au moment où il a voulu poser une deuxième question, Trump lui a dit « Asseyez-vous » et il y a une assistante qui était dans la salle de la Maison-Blanche qui s'est approchée du journaliste, a essayé de lui arracher le micro des mains. On en était pratiquement au combat physique. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que je dirais il faut saluer la liberté de la presse aux États-Unis, parce que aussi bien ce journaliste que d'autres posent des questions qui sont des questions difficiles. Quand ce journaliste dit alors cette histoire de caravane, est-ce que c'était que du bluff pour les élections? Quand Trump disait oui, cette caravane d'émigrés qui va envahir les États-Unis, c'est une question totalement légitime. Mais il faut oser la poser. Et moi, je vois toujours en Europe des conférences de presse qui se passent beaucoup plus dans le murmure, sans oser aborder des gros sujets. Donc, saluons la presse américaine. Elle est courageuse. Mais l'autre chose que je voudrais dire surtout, c'est que Trump n'est pas si innocent. Et en fait, il a réussi hier, pendant cette conférence de presse, d'abord à dire qu'il avait gagné les élections, ce qui est quand même assez contestable, mais il a eu un résultat très satisfaisant pour lui, c'est vrai. Mais surtout, entre cet incident avec le journaliste et le fait que son attorney general a été renvoyé, on ne parle plus aujourd'hui aux États-Unis du tout de la défaite des Républicains à la Chambre des représentants. On ne parle plus que de CNN, du journaliste et de l'attorney general. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait détourner l'attention quand même d'une défaite. Perdre une chambre, c'est jamais bien. C'était une défaite qui n'était pas catastrophique, mais il a réussi à détourner l'attention, c'est à saluer. Bon, what's next là dans la séquence politique de Donald Trump? En fait, on le sait, il vient chez nous, il arrive en France demain soir pour participer aux côtés d'Emmanuel Macron aux commémorations du 11 novembre. Donc on va suivre ça. Non, mais un mot quand même du limogeage de Jeff Sessions, le ministre de la Justice, qui était jugé trop faible et qui ne le protégeait pas assez contre l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Un départ de plus au sein de la Maison Blanche. Bon, est-ce que d'autres pourraient suivre au lendemain, toujours dans le sillage effectivement de ces élections de mi-mandat et d'un Trump qui se sent visiblement plus que jamais renforcé? Oui, je dirais la question que je me suis posée, et d'autres commentateurs aussi, c'est pourquoi de la part de Trump avoir agi si rapidement dans la foulée des élections. C'est clair qu'il voulait se séparer de Sessions qui, comme attorney general, s'était récusé du dossier justement Mueller. Il disait qu'il ne pouvait pas participer à cette enquête et il n'était plus du tout en charge de ce dossier. Ça avait beaucoup déçu Trump. Mais pourquoi le faire si rapidement? Et certaines personnes disent ici, en fait, parce que Mueller maintenant est vraiment prêt à publier déjà des résultats ou bien à inculper des proches de Trump. Et à ce moment-là, Trump a mis à la place de Sessions, même si c'est provisoire, quelqu'un qui aura une autorité totale sur le procureur et qui pourra carrément lui dire votre rapport, ok, on va le garder secret, on va pas le diffuser, il sera distribué, mais uniquement d'une façon confidentielle. Donc ça permet quand même là à Trump de reprendre la main sur, je dirais, le dossier qui l'inquiète le plus. C'était
peut-être très rapide, ça indique peut-être quelque chose, mais en tout cas, si on se met dans les chaussures de Trump, c'était nécessaire de sa part. Alice Labouche, je me tourne vers vous, un spécialiste de l'investissement dans le secteur de la santé. Et justement, est-ce qu'on peut dire un mot des enjeux en matière de réforme de la santé aux États-Unis? Parce que nous, Européens, on est très focalisés sur la stratégie commerciale de Donald Trump. On a l'impression que tout tourne autour de ça toute la journée aux États-Unis. Non, c'est complètement faux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, la campagne a été très tournée vers des thèmes très domestiques. L'immigration pour les républicains, mais les démocrates ont porté très fortement à nouveau le thème de la santé également. Entre la crise des opioïdes, les questions de couverture santé, des prix de médicaments aux États-Unis, c'est un sujet central dans la vie quotidienne des Américains aujourd'hui. Est-ce qu'avec la nouvelle composition du Congrès, il y a des éléments ou des projets qui pourraient éventuellement, je sais pas, profiter d'un bipartisanisme américain pour aboutir à quelque chose? Alors d'abord, vous avez raison, la première préoccupation des citoyens américains, c'est la santé, en tout cas dans tous les sondages, avant l'immigration et les questions d'économie. Donc évidemment, tous les hommes politiques en parlent. On l'avait vu pendant les élections à l'époque de Donald Trump. Là, très clairement, on sait que les démocrates sont plutôt en faveur d'une couverture santé plus importante, d'un abaissement des prix des médicaments, et on sait que les républicains s'y refusent de manière très significative. En arrivant, Donald Trump avait dit je vais faire un système de remplacement d'Obamacare. Il n'a pas tout à fait réussi. En réalité, il a seulement réussi à abroger l'obligation de couverture individuelle pour chacun des citoyens américains. Néanmoins, là, clairement, en fait, il va y avoir une forme de statu quo. De notre point de vue, en fait, il ne va rien se passer de significatif dans les 2 années à venir, puisqu'il y a un blocage complet, et la Chambre des représentants étant pour les démocrates et le Sénat pour les républicains. Il peut y avoir des formes d'effets d'annonce, il peut y avoir de pré-annonce, c'est-à-dire les démocrates, se sentant poussés par justement ces élections, peuvent dire le jour où nous serons complètement dirigeants, voilà ce que ça donnera. Et puis également, ils peuvent un petit peu embêter, commencer à auditionner, comme ça avait été fait à une époque, auditionner un certain nombre de patrons de laboratoires pharmaceutiques en disant mais pourquoi est-ce que vous avez fixé votre prix comme ça? Quels sont vos niveaux de recherche et développement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi vous avez tel niveau de marge? Donc il peut y avoir des effets d'annonce comme ça qui peuvent être un peu négatifs, mais dans les faits, c'est-à-dire pour les chiffres publiés, qui sont à venir pour les sociétés dans la santé dans les 2 prochaines années, nous n'avons absolument aucune inquiétude à la suite de cela. Le Sénat aurait été remporté par les républicains. Je pense que par les démocrates, ça aurait été une autre affaire. S'il y avait une vague bleue, c'était voilà, là ça a été une autre affaire. Mais d'ailleurs, la bourse ne s'y est pas trompée. Hier, une des plus grosses hausses du S&P sectoriel, c'était clairement la santé, presque 3% hier. Grégory, sur la santé, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Alice? Il n'y a pas, en termes de projet de loi et de réforme, avec la nouvelle composition de la Chambre, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce point de vue-là? Non, je pense qu'il faut faire quand même une analyse plus granulaire de la santé. C'est pas la santé, c'est pas juste un secteur, c'est beaucoup de branches d'activité. Et ce qu'on a vu hier, en fait, dans le marché, c'était les mutuelles, c'était les assurances santé qui ont extrêmement bien performé, des compagnies telles que Humana, par exemple, telles que Tenet Healthcare. Alors pourquoi? Parce que en fait, il y a un projet sur lequel les républicains et démocrates pourraient se mettre d'accord, c'est de permettre à la sécurité sociale américaine, Medicaid et Medicare, de négocier le prix des médicaments avec les compagnies pharmaceutiques. Pour le moment, c'est quand même Medicare, Medicaid, comme je dis, la sécurité sociale, c'est payé par les impôts, ça dépend de l'État, sauf qu'ils n'ont absolument rien à dire vis-à-vis du prix des médicaments qu'ils doivent acheter pour ensuite donner à leurs adhérents. Donc là, il y a quelque chose qui va certainement se passer et qui pourra avoir des effets. Ça ne sera pas des effets révolutionnaires sur le secteur de la santé, mais ça sera quand même très important à suivre. Donc je dirais, Trump le sait très bien. C'est sur ce sujet peut-être qu'il a perdu les banlieues aisées lors de ces élections mi-term à la Chambre des représentants, parce que ces banlieues aisées, c'était, comme disait Alice, leur principale préoccupation. Donc il ne peut pas balayer d'un coup cette préoccupation et faire de l'immobilisme ou du blocage pendant 2 ans. Et là, je pense qu'on peut se dire que quelque chose va se passer, parce que c'est un sujet quand même sur lequel on peut se mettre d'accord en étant à la fois démocrate, républicain, si ça n'implique pas des hausses de subventions sociales, si ça n'implique pas des hausses d'impôts, et que en fait, on arrive à trouver des agréments et des arguments qui seraient populaires et qui serviraient à Trump pour sa réélection, mais seraient aussi
positif, même pour les républicains qui ont été en difficulté à la Chambre des représentants. Sujet principal de préoccupation des Américains, la santé. Exactement, et pourtant, dans la réalité, le sujet est quand même très, pour animer un petit peu les foules, parce que quand on regarde vraiment les prix des médicaments, clairement aux États-Unis, les prix des médicaments, même sur Medicare et Medicaid, ont déjà été quand même fortement tirés à la baisse, et on n'a plus tant de marge de manœuvre. Alors oui, d'un point de vue politique, ça permet évidemment de montrer qu'on s'intéresse à la préoccupation numéro 1 de sa population. Néanmoins, dans les faits, les marges de manœuvre sont extrêmement faibles, et les prix ont déjà été énormément tirés sur Medicaid et Medicare. Donc je suis pas sûre que si on ajoutait encore un tout petit peu plus de rabais, ça aurait un impact énorme. Parce que le marché de la santé, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout le matériel médical et tous les services à la santé qui, là, ne sont pas sujets à des encadrements de prix, qui représentent les 2/3 aujourd'hui des dépenses de santé mondiale. Donc là, en fait, ça a un impact, ce sujet-là d'encadrement des prix des médicaments, ça a un impact sur les laboratoires pharmaceutiques et sur les sociétés de biotechnologie. Mais en réalité, pas du tout sur l'ensemble des dépenses de santé auxquelles font face les classes moyennes, notamment américaines. Bon, en tout cas, le rallye pour le secteur de la santé, le healthcare, se poursuit encore aujourd'hui. Grégory, si vous voulez rajouter un mot là-dessus, et puis je voulais qu'on termine avec vous, Grégory, et Tesla, surtout avec la nomination d'une nouvelle présidente du conseil d'administration. Alors j'ai noté son nom parce que je le connais pas par cœur, Robin Denholm, qui était déjà au board de Tesla depuis quelques années, Grégory. Oui, alors, abandonnons la santé pour un moment. Oui, pour Tesla, disons qu'en fait, c'est peut-être assez intelligent d'avoir nommé une femme à la tête du board, mais on pourrait dire que, en gros, c'est la seule chose de vraiment très intelligente qu'ils aient faite. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce qu'on demandait au board de Tesla, c'est d'avoir des directeurs vraiment indépendants. Or, cette dame aussi respectable et brillante d'ailleurs, avec une carrière extraordinaire derrière elle, a toujours été très très proche de Musk, est dans le board depuis 5 ans. C'est très très difficile de dire que c'est un directeur totalement indépendant, je dirais, de la planète ou de la mouvance Elon Musk. Donc, à première vue, ça pourrait être salué par les marchés. Est-ce que c'est suffisant pour que ce fameux board de Tesla puisse avoir une activité beaucoup plus indépendante et créatrice de valeur pour je dirais pour les actionnaires, parce que c'est clair que Musk est un génie, mais que par son comportement, des fois, il a vraiment détruit de la valeur en bourse, même s'il en a aussi beaucoup créé. Est-ce que ce board va vraiment changer avec cette nomination? J'en doute, et je commence à voir aussi des commentaires de gens qui en doutent. Il devra y avoir sûrement d'autres efforts à faire, plus en profondeur, pour que le comportement sociétal de la compagnie change vraiment. Bon, le titre Tesla en progression d'un peu plus de 1% cet après-midi, enfin ce matin chez vous à New York, après l'arrivée, la nomination, elle était déjà présente au board, la nomination donc de Robin Denholm comme présidente du conseil d'administration, l'actuelle directrice financière de l'opérateur télécom australien Telstra, et qui va quitter évidemment ce poste-là pour se consacrer à plein temps à son poste de présidente de Tesla. Merci Grégory, merci d'avoir été avec nous en duplex depuis New York. Le président de Mescard Financial Services